All rise. Oui, vous l'avez. Please be seated. Mr. Bakra. Maître Bakrach, avant de poursuivre, deux questions très brèves. Tout d'abord, conformément à la demande de temps supplémentaire demain, le greffe a confirmé la disponibilité de 2 heures supplémentaires. J'invite donc les conseils de rencontrer les juristes de la Chambre, de voir de quelle manière ce temps supplémentaire sera divisé. Et puis, l'autre question étant que je ne sais pas si Maître Jordache a alerté à la Chambre quant à une requête qu'il avait envisagé de faire, à savoir la possibilité, en fait, que la Chambre ne serait pas prête à recevoir des informations supplémentaires sous forme écrite. Excusez-moi, Monsieur le Président, dit Maître Stringer. S'agissant du temps supplémentaire pour demain, il serait utile si l'on pouvait savoir si la défense serait limitée à la portée des répliques de l'accusation ou bien ont-ils la possibilité de réouvrir leurs arguments aujourd'hui ou de continuer là où ils se sont arrêtés aujourd'hui? Car bien évidemment, cela en fait est un réel changement quant au temps que l'on avait à notre disposition. Donc je crois que cela serait injuste. Mais de toutes les façons, j'aimerais savoir quelle est la portée de ce temps supplémentaire qui a été accordé aux parties. Le juge président, je préfère à l'heure actuelle m'appuyer sur l'expérience du conseil, des conseils en fait, et j'espère qu'ils pourront résoudre cette question avec les juristes de la Chambre, comme l'a dit Monsieur Stringer. Si l'on ouvre la possibilité à de nouvelles de nouveaux arguments, donc je ne voudrais pas me prononcer. Si les conseils ne peuvent pas résoudre ce problème, je les encourage à revenir vers la Chambre, mais j'espère qu'ils pourront résoudre ce problème avec les juristes de la Chambre. Un instant, s'il vous plaît, dit Maître Bakrach. Maître Bakrach, Monsieur le Président, Messieurs les juges, avant la pause, je vais aborder une partie du mémoire de l'accusation en clôture dans le cadre de mon mémoire. Je disais que les éléments à charge à savoir que contribution est apportée une contribution significative à l'objectif criminel commun par le truchement de ses associés et de ses agents opérationnels, y compris le capitaine Dragan. L'accusation soutient que Simatovitch a joué un rôle clé lorsqu'il a envoyé le capitaine Dragan à la République serbe de Krajina et dans l'organisation de la formation de l'entraînement au camp de Golubic. Mon collègue, Maître Petrovic,
a déjà présenté des arguments très détaillés, des éléments de preuve montrant que Golubic avait été établi bien avant que capitaine Dragan ne vienne à Knin. S'agissant de leurs affirmations, à savoir que Simatovic a joué un rôle clé s'agissant de l'envoi du capitaine Dragan et de l'organisation de la formation, l'accusation n'a aucun élément de preuve qui permettrait de conclure ceci au-delà de tout doute raisonnable. Comme nous l'avons vu hier, l'accusation a souhaité vous montrer un entretien qui a été donné par le capitaine Dragan et la seule conclusion que nous en déduisons, c'est que ces derniers avaient été en contact. Donc avant que le capitaine Dragan n'aille à Knin, et pour la défense de Simatovic, cela n'est pas contesté. Il y a un très grand nombre d'éléments de preuve allant dans ce sens, et vous en avez entendu une partie hier. S'agissant du capitaine Dragan, encore une fois, dans cette partie-ci, l'accusation a de nouveau a fait preuve de sélection, a choisi certains passages pour affirmer leurs propres affirmations, pour étayer leur thèse. Et d'adapter ceci à leurs propres besoins. Avant de dire qu'il n'est devenu un ami de Simatovic, il a déclaré explicitement « Francky est un homme du renseignement ». Pendant cette période-là, voulant dire pendant la période pendant laquelle ils étaient en contact, donc je parle du mois d'avril et mai 1995, cette branche-là du service recueillait des éléments du renseignement du terrain. Donc cette partie-là, dans laquelle il est dit qu'il était devenu une sorte d'ami avec Simatovic, eh bien cette partie-là découle du même entretien donné par le capitaine Dragan. Dans cette affaire, de nouveau, l'accusation ne néglige pas seulement l'ensemble des éléments de preuve en l'espèce, mais l'accusation interprète ces éléments de preuve qu'ils utilisent que de manière partielle. Ils sortent de leur contexte des parties, des éléments de preuve en ne citant que des parties, des phrases qui puissent étayer leur thèse. L'accusation vous a montré P. 1961, il s'agit d'une note officielle qui est datée du 13 avril 1991, note faite par Franco Simatovic concernant ses contacts avec le capitaine Dragan, et l'accusation reprend de ce document seulement une page et ne prend que la première phrase de cette page. Donc tout ceci est tiré hors contexte et tout cela est ajusté pour pouvoir étayer sa propre thèse. En réalité, au tout début de cette note officielle, Simatovic dit qu'il avait en effet eu cette réunion avec Daniel Snedden en avril 1991 afin de pouvoir parler de la possibilité du futur, d'une possibilité de l'utiliser dans l'avenir conformément au plan qui avait été présenté à cette personne de par leur contact précédent. Toutefois, lorsque l'on analyse cette note de service, il devient très clair
que l'on dit que cette utilisation future possible porte sur les contacts du capitaine Dragan avec un ministre du gouvernement israélien et que ces autres connaissances pourraient être intéressantes ou pourraient avoir un intérêt particulier. Ceci est expliqué dans le document plus tard. Il ne s'agit là que d'un seul exemple, parmi tant d'autres, que nous avons abordés au tout début de notre mémoire en clôture. De manière intentionnelle et délibérée, l'accusation présente seulement des portions ou des parties du corps de leurs éléments de preuve dans leur mémoire préalable au procès et dans leur mémoire en clôture. Ils utilisent simplement des parties de phrases, très souvent des phrases incomplètes, tirées hors de leur contexte et très souvent tirées hors du document, du sujet du document, pour pouvoir ajuster ceci à leur thèse. Il est apparent, de par ce document et d'autres pièces, que toute cette question d'une coopération éventuelle concernant les contacts de Daniel Snedden en Israël et éventuellement avec d'autres services de renseignement, il n'existe même pas une vague mention de la possibilité que ce dernier puisse être engagé au sein du service de la DB serbe. Et voilà donc un exemple frappant de la façon dont l'accusation traite les éléments de preuve en l'espèce. La deuxième partie de l'administration de la DB serbe à Belgrade a présenté une proposition pour placer le capitaine Dragan sous surveillance opérationnelle technique en décembre 1990 parce que le capitaine Dragan avait été identifié en tant que représentant de American Airlines. Cette proposition de placer Dragan sous surveillance avait été faite par Filipovic, qui était un officier du centre de Belgrade, qui était le chef et aussi le chef du centre de Belgrade, Simatovic, et Zialic, qui était l'adjoint du chef de la deuxième section, et Bajevic, qui était également le chef de la deuxième section. Donc c'est ce groupe de personnes qui souhaitaient enquêter Snedden, donc mener une enquête à l'encontre de Snedden pour voir si ce dernier n'est pas un agent éventuel d'un service de sécurité étrangère. Et Franco Simatovic était le chef de la section qui était impliqué dans cette proposition. C'est eux qui ont fait cette proposition, à savoir que le capitaine Dragan devait faire l'objet d'un traitement par le SDB. Une section représente une unité organisationnelle la plus inférieure et il y avait plusieurs services au sein de la DB serbe. Cette proposition de placer Snedden sous surveillance
devait également donc passer par toutes les instances que nous avons déjà énumérées afin de pouvoir se retrouver sur le bureau du secrétaire de l'Intérieur de la République qui à ce moment-là pouvait décider qu'il y avait de bonnes raisons pour mettre sous écoute le téléphone de Snowden et le suivre comme étant une personne d'intérêt. De notre mémoire en conclusion, išao posredstvom la défense a présenté un très grand nombre de preuves concernant l'écoute électronique du téléphone du capitaine Dragan, en suivant l'ordre chronologique, en commençant par l'année 90 et ce tout au long de 1991. La défense a souligné 50 éléments de preuve, 50 pièces qui indiquent de manière sans équivoque que le capitaine Dragan est allé à Knin avec les personnes qui s'occupaient de la médiation et non pas parce que c'est Franki Simatovic qui l'y aurait envoyé. Le témoin Lukic a expliqué tout ceci, cette situation donc en détail et sa déclaration sincère et conforme aux éléments de preuve matériels. Le rapport du 28 mars 1991 concernant la surveillance du capitaine Dragan montre que la DB serbe de Belgrade avait établi que le 14 mars 1991, Snowden était arrivé des États-Unis et ce même jour, il a établi un contact avec Lucic et Aleksandar Pavic. Les agents opérationnels ont découvert que le 15 mars 1991, Snowden avait eu plusieurs conversations, desquelles ils ont vu que lui-même, Lucic et Pavic étaient prêts ou se préparaient pour se déplacer en Krajina. Pavic a téléphoné au capitaine Dragan. Et en réalité, Pavic s'est servi du téléphone du capitaine Dragan pour appeler Zečević, qui était le président de la municipalité, pour annoncer leur arrivée. Donc ce document et le témoignage de Lucic montre, au-delà de tout doute, qu'il n'existe qu'une seule conclusion possible, à savoir que le capitaine Dragan est entré en contact avec les dirigeants de la Krajina par le truchement de ses propres connexions Lucic et Pavic, la DB de Serbie, et surtout Franco Simatovic n'avait rien à voir avec ceci. Ces pièces et cette preuve s'agissant du rôle de Simatovic concernant le voyage du capitaine Dragan à Knin a été pris par l'accusation de manière hors contexte. D'après les allégations de l'acte d'accusation, et l'on parle du mois d'avril 1991, Franco Simatovic aidait à ouvrir le centre de formation à Golubic, et d'après l'acte d'accusation, l'entreprise criminelle commune avait déjà été mise en place. Le capitaine Dragan était en réalité placé sous surveillance par la DB de Serbe de Belgrade, notamment. Il avait été donc placé sous surveillance, sous écoute par Dragan Filipovic et Franco Simatovic. Il est particulièrement important pour la défense de Simatovic que les mesures techniques opérationnelles de l'écoute électronique menées à l'encontre de Snowden étaient également utilisées au mois d'avril 1991.
Mais il existe une absence de tout résultat de cette surveillance de la deuxième partie du mois de mai, du mois de juin ou du mois de juillet 1991. Donc, s'agissant bien évidemment de la deuxième partie du mois d'août 1991, le téléphone de Daniel Snedden est de nouveau placé sous écoute. La seule conclusion raisonnable est de conclure que Snedden ne se trouvait pas à Belgrade à l'époque, et c'est la raison pour laquelle il ne s'était pas servi des téléphones qui avaient été placés sous écoute. Et qui ne pouvaient donc pas faire l'objet d'une écoute électronique. Le seul élément logique, c'est qu'à cette époque, il n'était pas nécessaire d'appliquer d'autres mesures opérationnelles, comme par exemple d'effectuer le suivi des activités du capitaine Dragan sur le territoire de la RSFY. Ces activités et les conclusions de la défense avec la pièce P242 et l'ordre du ministre de l'Intérieur introduisant l'action opérationnelle PAOK en 1991, PAOK araignée en français, démontre clairement ceci, mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour aborder ceci. Et nous aimerions référer la Chambre de première instance à la partie de notre mémoire en clôture qui porte sur ce sujet. Plus en détail. Toutefois, l'accusation montre sa thèse de manière très déséquilibrée sans montrer de fondement quant aux éléments de preuve. Tous les éléments de preuve présentés par la défense et ces éléments de preuve, tout au moins, laissent un doute raisonnable quant à Simatovic, à savoir qu'il n'avait absolument rien à voir avec le fait que capitaine Dragan est allé à Knin, qu'il n'ait pas envoyé le capitaine Dragan à Knin et qu'il n'avait rien à voir avec l'établissement du centre de Golubic. À l'époque, la seule chose raisonnable de faire était d'appliquer d'autres mesures opérationnelles quant au suivi des activités du capitaine Dragan. Et c'était d'ailleurs la raison principale avec les tensions qui s'attisaient dans la région de la Krajina Knin, alors que la DB en Serbie et ses dirigeants avaient décidé d'envoyer ses agents opérationnels pour suivre Snedden à Knin, à Krajina, et de suivre ses activités, d'effectuer un suivi de ses activités. Et ceci est corroboré par la pièce P242 et par l'ordre émis par le ministre de l'Intérieur présentant l'opération PAOK. Au paragraphe 89 et 178, l'accusation avance que Simatovic avait exercé
un pouvoir et une influence sur les structures serbes dans la SBSO par le truchement de ses agents opérationnels et associés de la DB serbe placés en position de pouvoir. L'accusation souligne que les agents les plus importants du SDB au sein du SBSO étaient Ilija Kojic et Rade Kostic. Nous souhaiterions attirer l'attention de la Chambre à un élément qu'a mentionné l'accusation hier dans le cadre de leur mémoire en clôture. Ils ont déclaré que Kojic avait été un associé de l'ADB et un associé de Jovica Stanisic déjà en 1990, à la mi-1990. Ils ont également mentionné qu'en juin 1991, Stanisic avait déployé Radoslav Kostic en SBSO. Maintenant, lorsque nous réfléchissons à la position qu'avait occupée Franco Simatovic en 1990 et 1991 au sein du Centre de la Sûreté d'État, et c'est quelque chose que nous avons discuté longuement, eh bien, l'affirmation de l'accusation, à savoir que Simatovic avait exercé pouvoir et une influence sur les structures serbes en SBSO par le truchement de ces deux officiers opérationnels est complètement absurde. Dans le mémoire en clôture, paragraphe 89, 90 et 162, l'accusation maintient que Simatovic avait contribué à l'objectif criminel commun en utilisant des unités satellitaires du SDB, comme par exemple la garde des volontaires serbes et les Scorpions, pour armer, entraîner, financer et appuyer les forces serbes qui y avaient été déployées. Pour que la Chambre de première instance puisse avoir une idée claire quant au fait que ces affirmations ne sont pas fondées, nous aimerions mettre en exergue certains éléments concernant la garde des volontaires serbes, sur la façon dont cette garde a été établie et sur la façon dont ils opéraient, de par l'ensemble des éléments de preuve et des pièces à conviction que nous avons versé au dossier et que l'accusation a versé au dossier, nous pouvons conclure qu'il n'existe absolument rien nous permettant d'affirmer que Simatovic ait pris une part quelconque à l'établissement du SDG ou que ces unités avaient, à quelque moment que ce soit, pendant la période visée par l'acte d'accusation, auraient été placées sous le contrôle de la République de Serbie. Tout juge se fondant sur la totalité des éléments factuels, en l'espèce, n'aurait pas d'autre choix que de conclure que le SDB serbe n'avait rien à voir avec la création de ces unités et que ces unités, à aucun moment, n'avaient été placées sous le contrôle ou avaient été associées avec le SDB
de Serbie. Jelko Rasnatovic Arkan, avec un groupe d'amis, avait établi la garde des volontaires serbes le 11 octobre 1990 dans un monastère appelé Pokajnica, près de Velika Plana en Serbie, pièce à conviction 2D 477, page 191. La défense, ou plutôt le témoin de la défense, Stojan Novakovic, FS 29, avait déclaré qu'il faisait partie de ce groupe de 29 supporters de football. Ils étaient dans la pâtisserie de Jelko, où ce dernier les avait invités à aller au monastère et de rendre allégeance au monastère et de défendre le peuple serbe si ces derniers étaient en danger. Donc ils l'ont choisi pour deux raisons, parce qu'il n'était pas loin de Belgrade, à quelques 100 kilomètres, parce qu'ils ne souhaitaient pas avoir de publicité, ne voulaient pas attirer l'attention sur eux. Et c'est parce que c'est là que les tueurs de Karađorđe, le responsable serbe, avaient fait repentance, ce qui était considéré comme un symbole de la repentance. Et donc qui montrait l'engagement à ce serment selon lequel un Serbe n'irait jamais contre un Serbe. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble du dossier, il n'y a pas un seul élément de preuve montrant que Simatovic ait quoi que ce soit à faire avec la création de la SDG. Željko Rasnatovic Arkan, qui était le responsable du club de supporters du club de football de Red Star, Radmilo Bogdanovic, qui était ministre de l'Intérieur de la Serbie et qui, à partir du milieu de 1991, était président du Conseil des relations serbes avec l'extérieur de la Serbie. En 1993, un certain nombre de choses se sont produites. Bogdanovic a donné une interview à l'hebdomadaire Duga de Belgrade et parlé de sa relation avec Arkan. Il a déclaré qu'à plusieurs occasions, alors qu'ils étaient tous les deux au club de football de Red Star, il avait lancé un avertissement à Arkan pour dire que le MUP de Serbie ne tolérerait plus ce qui précédemment avait été toléré par le SUP fédéral. Lorsque le journaliste lui a posé la question de savoir ce qu'Arkan avait fait à Erdut, Bogdanovic a répondu qu'en tant que président du comité des Serbes hors de Serbie, il savait très bien qu'Arkan avait rassemblé quelques 250 à 300 volontaires et que Bogdanovic lui l'avait renvoyé vers le général Lasimovic, le ministre de la Défense de la République de Serbie. Arkan a fait cela. Et ensuite, ils se sont présentés comme volontaires pour aller à Erdut. En plus du fait que Franko Simatovic n'avait rien à voir avec la création de la garde des volontaires de Serbie, Franko Simatovic n'avait non plus rien à voir avec le déploiement d'Arkan et des troupes de la SDG à Erdut, qui était leur siège jusqu'à la fin de la période visée par l'acte d'accusation. En dehors de la relation avec Bogdanovic comme ministre de la Défense et ensuite président de la commission parlementaire avec les Serbes hors de Serbie, Arkan avait de très bonnes relations au ministère de la Défense de la République de Serbie.
un témoin était présent lorsque Arkan est allé voir Simovic pour aborder des questions avec le ministre de la Défense. Le témoin était là lorsque Simovic a envoyé Arkan à la défense territoriale et a dit que lui et son groupe pourraient aller en Croatie comme groupe de volontaires, mais uniquement en tant qu'unité de la défense territoriale. Et à partir de là, ils sont devenus la SDG, garde des bénévoles serbes. Concernant le déploiement et l'armement de la SDG, la défense souhaite dire la chose suivante. Le témoin OFS 9, témoin de la défense, a témoigné en disant que début 92, lorsqu'il est arrivé à Erdout en tant que volontaire, on lui a remis un formulaire à remplir. Il était censé le remettre à Jovan Dimitrievich. Il a reçu aussi un uniforme vert bouteille qui était semblable à aux uniformes de la JNA. Le témoin a ultérieurement déclaré que ces premiers uniformes avaient été remis par la JNA et qu'il avait reconnu cet uniforme dans une vidéo qui lui a été montrée et où Arkan parlait de son ami Bratic, commandant du corps de Novi Sad. Ensuite, lorsqu'on lui demande si les membres de l'SDG avaient reçu autre chose que des uniformes, le témoin a répondu que des uniformes, en dehors des uniformes de l'armée de Yougoslavie, on leur avait aussi remis des armes et tout l'équipement nécessaire, des munitions, des grenades, etc. Le témoin est entré à la SDG en début 92, mais il a dit qu'il avait appris les faits pas uniquement de la part d'une seule source, mais de la part de 3 sources. Il avait appris de la bouche d'Arkan lui-même, qui était sa première source, et qui lui avait relaté tout cela personnellement, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu des armes de l'armée de Yougoslavie, parce que cela reposait sur l'accord existant entre Arkan et le ministre Simovic, général Bjorcevic était la deuxième source. Le témoin est devenu ami proche de cette personne et a confirmé tout cela au témoin. D'après Jelika Dobricic, qui était la troisième source et l'auteur d'un ouvrage, cette personne savait tout car elle était responsable du bureau du général Simovic et le témoin la connaissait personnellement. Le témoin lui a parlé d'une réunion qui a eu lieu entre Arkan et Simovic et le témoin a ajouté qu'il savait que Radmilo Bogdanovic avait renvoyé Arkan vers le général Simovic. Le même témoin a confirmé qu'Arkan avait dit à Bogdanovic que lui-même et que d'autres supporters avaient décidé de créer la SDG et d'aller en Slavonie de manière à aller y combattre. Arkan a demandé à Bogdanovic de lui remettre des armes et de l'équipement. Et voilà pourquoi Bogdanovic l'a renvoyé au général Simovic. Tomislav Simovic. Il y a de nombreux éléments de preuve qui, manifestement et sans aucune ambiguïté, montrent que Arkan alors qu'il était au club de football du Red Star, avait demandé à aller à Erdout comme volontaire, et puis Bogdanovic l'a renvoyé vers le général Simovic, ministre de la Défense, comme nous l'avons déjà dit. Simovic l'a reçu en qualité de volontaire. Simovic était celui qui était
qui était chargé des volontaires, qu'il devait replacer sous les ordres de l'ATO. Et voilà pourquoi les volontaires estimaient que c'était lui le commandant suprême. Le gouvernement de la région autonome de la SBSO était déjà en place en septembre 1991. Le président de ce gouvernement était Goran Hadžić. Le 21 septembre 1991, alors que le président de ce gouvernement, selon les conclusions de commandant, a rendu un ordre pour dire que Razanovic Arkan soit nommé commandant du centre de la TO à Erdout, qui était le commandant précédent des unités spéciales de la défense territoriale de la SBSO. En vertu de cet ordre, il devait prendre ses fonctions le 21 septembre 1991. Nous souhaitons souligner que c'était là l'un des premiers ordres pris par Goran Hadžić en qualité de président du gouvernement. Nous aimerions renvoyer les juges à la pièce de D49. Le témoin RFJ 144 a confirmé que Radovan Sojcic Bazda avait dit que la TO devrait suivre les instructions prises par la JNA et que Bazda lui-même était placé sous le commandement de la JNA. Il a expressément confirmé que les volontaires de la TO étaient en effet sous le commandement de la JNA. Le témoin sait que dans le territoire de la SBSO, le corps de Novi Sad était déployé et que Bazda était commandant de la défense territoriale de la région. Le témoin sait que la JNA avait fourni à la TO des armes et du matériel. Ce témoin a également indiqué qu'Arkan était volontaire, qu'il portait les insignes de la TO et qu'il était placé sous le commandement de la TO. Le témoin a souligné qu'Arkan, lors de l'opération militaire de la région, était sous le commandement de la JNA et que le commandant de corps de Novi Sad, Andrija Birević, l'avait employé pour qu'il aille vers le champ de bataille, dans les batailles les plus dures. Arkan a eu recours à des véhicules de la GNA. Le témoin OFS 29 a confirmé, OFS 29 a confirmé tous les faits sur lesquels ont témoigné de nombreux témoins. Il a confirmé que la SDG portait des uniformes vert bouteille de la JNA reçus de la part du général Simovic du dépôt de la défense territoriale. Il a aussi confirmé que Željko Razanovic Arkan voulait disposer des meilleurs matériels possibles pour ses troupes. Et c'est pourquoi il a trouvé un tailleur à Novi Sad dont le nom était Slatka Menec. Et il était censé faire des uniformes sur le modèle des uniformes qui avait été donné par un homme, Selimovic, du Canada. Alors pourquoi est-ce que la défense souhaite souligner les nombreuses pièces et tous ces niveaux de détail? Parce que elle réfute avec la plus grande force les allégations de l'accusation selon lesquelles la SDG a agi sous l'autorité de l'ADB et de Franco Simatovic. Par ailleurs, en dehors de l'absence de tout rôle en matière de déploiement, d'armement, d'équipement,
concernant le centre utilisé par la SDG à Erdout, il faut aussi savoir que les gens devaient aussi être nourris. Le témoin Jovan Dimitrievitch a témoigné devant la Chambre de première instance et a confirmé qu'il était responsable de logistique auprès de ce centre, aussi bien à Erdout que plus tard à Belgrade. Et ce témoin-là, ainsi que d'autres témoins, ont confirmé que tous les éléments nécessaires à la SDG faisaient l'objet d'acquisition par le ministère de la Défense et Milan Milanovic, le ministère de la Défense couvrait de la SBSO couvrait tous les coûts nécessaires à l'approvisionnement de ce centre. La défense conclut qu'à l'époque où Arkan était en train de mettre en place la SDG, au moment où il équipait la SDG et où, avec ses gardes, dans le cadre du déploiement de la TO Erdout, dans la SBSO, il a coopéré étroitement avec les personnes suivantes. Ravino Bogdanovic, qui jusqu'en mai 91 était le secrétaire de la République de l'Intérieur et ensuite chargé des relations avec les Serbes hors de Serbie. Le général Tomislav Simovic, Radovan Stojic, le général Brakic, le premier commandant du corps de Novi Sad de la GNA, le général Andrea Bjorcevic, et qui a pris la succession de Praté en tant que commandant du corps de Novi Sad, et enfin Milan Milanovic, ministre adjoint chargé de la SBSO. Nous voulons dire que pendant la période couverte par l'acte d'accusation jusqu'en mai 1992, Franco Simatovic était un simple opérationnel dans une section au sein de la deuxième section de la DB au centre de Belgrade. Alors tous les individus évoqués précédemment, pour ce qui est de leur poste, leur influence, leur importance, étaient placés bien plus haut et avaient beaucoup plus d'influence que Franco Simatovic. L'accusation n'a présenté aucun élément de preuve qui aurait pu montrer que pendant les années 1991 et 1992, Franco Simatovic et Zelko Radnatovic, Arkan, avaient quoi que ce soit en commun. Par conséquent, il apparaît clairement que Franco Simatovic n'avait rien à voir avec la création, le fait d'armer, d'équiper, de nourrir ou d'entraîner les membres de la SDG d'Arkan. La question se pose de savoir comment il se fait que dans les mémoires en clôture et pendant son réquisitoire, l'accusation prétend que en Slavonie, Barenia, Srem occidental, entre autres, des unités de la SDG ou plutôt Simatovic par la SDG aurait contribué à l'objectif commun. Un grand nombre de témoins sont venus témoigner, ont parlé de la participation de Zelko Razanovic Arkan et la SDG dans l'opération de Bileljina Izvornik au printemps 1992. La défense va essayer de présenter une synthèse des témoignages et des pièces à conviction qui, au-delà de tout doute raisonnable, démontrent que Arkan et ses membres de SDG
été agissait en tant que volontaire à l'invitation des responsables politiques et militaires les plus haut placés de la République Srpska et que Franco Simatovic n'avait rien à voir avec le déploiement de Arkan et de la SDG Bijeljina et Zvornik. Il n'avait non plus rien à voir avec les opérations menées par Arkan et ses gardes alors qu'ils étaient sur place. Le témoin OFS 13, dans sa déposition, a déclaré qu'en mars 1992, et nous savons que l'attaque de Bijeljina a été menée pendant la nuit entre le 31 mars et le 1er avril, et donc en mars 1992, lorsqu'elle était au centre, Biljana Plašević a envoyé une invitation à Arkan afin d'aider les Serbes à Bijeljina et Tuzla et Zvornik. L'OFS 13 a également confirmé ce fait et a même ajouté qu'il avait connaissance de la lettre envoyée par Biljana Plašević à Arkan. Il s'agit de la pièce 2D 429. L'OFS 29, 6 novembre 2020, témoignage, pages 45 et 46. L'OFS 13 a vu une vidéo, la pièce 2D 436, qui est l'interview donnée par Arkan en direct et où Arkan lui-même confirme en disant que ses gardes avaient été invités par la SDS à se rendre à Bijeljina et qu'ils l'ont fait. Ils y sont allés dans la nuit et ils ont pris Bijeljina en une journée. Après avoir pris Bijeljina, il y a eu des vidéos et des témoins qui ont confirmé qu'Arkan avait rencontré Biljana Plašević, Fikret Avdić et un général. OFS 29 a déclaré que 2 jours après la prise de Bijeljina, il s'est rendu sur place avec Goran Hadžić. Il a demandé à Goran Hadžić, en fait Arkan a demandé à Goran Hadžić pourquoi il ne s'était pas rendu sur place un jour plus tôt, au moment où Arkan avait rencontré ces individus, Plašević, Avdić et le général Praković et Janković. Les généraux lui ont dit à ce moment-là, selon le témoignage de ce témoin-là, qu'il ne devait pas aller à Tuzla, mais plutôt à Zvornik. Alors nous aimerions maintenant souligner les vidéos 2D 441 et P023 qui montrent que Arkan à Bijeljina a rencontré Plašević, Avdić et les généraux susmentionnés. Le témoin OFS 13 a parlé à la Chambre du départ d'Arkan et des membres de la SDG à Zvornik, quelques jours après l'opération de Bijeljina. Le témoin avait connaissance de ce que Arkan et la SDG s'étaient allés à Zvornik sur les instructions de Biljana Plašević et des généraux de la JNA, dans la mesure où ils travaillaient à la libération de Zvornik en coopération avec la JNA. Pendant ce procès, la pièce P113 a été admise au dossier. Cette pièce à conviction montre que le commandant du 17e corps avait demandé au commandement de la deuxième administration militaire de déployer des troupes de la JNA à Kula, à Zvornik. Dans la requête, il apparaît clairement que cette exigence formulée visait à neutraliser les forces qui avaient ouvert le feu sur ces unités. Quelques jours avant l'opération à Zvornik, en dehors de Fikret Avdić, Biljana Plašević et les généraux évoqués plus haut,
La seule conclusion à tirer de cette réunion, c'est que l'opération pour libérer Zvornik avait été décidée à ce moment-là et qu'Arkan et la SDG avaient participé avec le 17e corps sous le commandement du général Jankovic. Un grand nombre de pièces à conviction, de témoignages et de photos présentées en l'espèce par la défense montrent de façon limpide et sans aucune ambiguïté que Arkan et ses troupes de la SDG arrivent à Bijeljina et Zvornik à l'invitation des responsables politiques de la Republika Srpska et de Biljana Plaskiv personnellement. Il est également très clair que dans l'opération visant à libérer Zvornik, Arkan et sa garde de la SDG ont agi en coordination avec la JNA. Arkan a reçu un pistolet en récompense de la libération de Zvornik. Dans les photos qui ont été versées au dossier des 480, 481, 482, l'on peut voir que lors de la cérémonie, on le voit assis au 4e rang à côté du président Kardic et ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, Thomas Kovac. Ces photos ne montrent ni Franko Simatovic ni qui que ce soit de Nous sommes de retour en audience publique, dit le greffier d'audience. Maître Bakrach, eh bien, OFS 24, a témoigné devant cette chambre de première instance et a déclaré que les Scorpions étaient une unité se trouvant sur le territoire de la SBSO. Et vers la fin de 1991, le directeur de l'industrie pétrolière de Krajina, Petar Golubovic, avait demandé que cette unité soit établie. Donc il a demandé au gouvernement de Krajina d'établir cette unité. Ce témoin a présenté un document dans lequel l'on pouvait voir que le gouvernement du SBSO avait pris une décision de mettre sur pied une telle unité afin de pouvoir assurer la sécurité des champs pétroliers. Et donc, ce témoin, OFS, eh bien, l'intervention reprend et donc c'est du meilleur de ses souvenirs et la décision du gouvernement remonte au mois de décembre 1991 ou janvier 1992, a-t-il déclaré. OFS 24 a témoigné immédiatement après leur inception en 1992 lorsque les Scorpions étaient devenus une unité de police spéciale au sein de la RSK ou bien la Brigade Bleue comme elle était appelée. Et ce jusqu'à 1993, jusqu'à l'attaque qui avait été lancée sur le pont de Maslenica. Et à l'époque, en fait, au début de 1993, la RSK avait déjà créé sa propre armée. Les Scorpions étaient devenus une unité de l'armée de la République serbe de Krajina. Et donc, de par ses propres paroles, de la bouche du témoin, donc, la tâche principale de cette unité était d'assurer la sécurité des champs pétroliers et ceci n'avait jamais changé depuis la création de cette unité et ceci n'a pas changé non plus à l'époque où ils faisaient partie d'une unité de police spéciale du MOB de Krajina ou lorsqu'ils sont devenus armés de la RSK.
Le témoin avait ajouté que de temps en temps, il leur arrivait d'envoyer un bataillon pour prêter main forte aux parties inférieures de l'armée de la République Srpska. Et pendant toute la durée du conflit, le témoin a déposé en disant que l'unité était basée en SBSO et que ce n'est que de temps en temps qu'il allait prêter main forte aux échelons inférieurs de la RSK et à la Republika Srpska, 2D 520, page 47 et 2D 87. Dans le cadre de l'interrogatoire principal, en parlant de l'envoi des scorpions à Turnovo, ce témoin avait déclaré avoir eu une réunion avec Radoje Stojčić Badja dans le bureau de Badja au MUP de Serbie. Il y avait là Badja Kojić et Ljuba Milojević qui représentaient l'unité des Plavi du soupe de Vukovar. Et le témoin avait déclaré que Badja les avait invités et il leur avait dit que la Republika Srpska faisait face à d'énormes problèmes, qu'elle faisait l'objet d'une attaque des Bosniens, des musulmans plutôt, de tous les côtés, qu'ils avaient besoin d'une unité des Scorpions avec l'unité d'Arkane et quelques unités du soupe également pour prêter main forte à l'armée de la Republika Srpska pendant une période de mois. Et pour donc le du fait que ce témoin ait témoigné dans le cadre d'une procédure à Belgrade pourrait résulter en une identification de ce témoin. Maître Bakrac, merci beaucoup. Je remercie mon éminent confrère. Il serait peut-être utile de passer à huis clos partiel et je vais expliquer mon manque de... Nous sommes de retour en audience publique, Monsieur le Président, dit le greffier d'audience. Maître Bakrac, l'accusation, dans son mémoire en clôture, s'est appuyée sur le témoignage de M. Stoparić. De ce témoin, RFJ 28, ils ont déclaré que c'était ce témoin qui avait témoigné en disant qu'en 1993, lors d'une réunion informelle à Novi Sad, que c'est à ce moment-là que l'on a procédé à la création des Scorpions. Notre défense a présenté un très grand nombre d'éléments de preuve, y compris le témoignage du ministre de la Défense qui était chargé de cette unité tout au long de son existence. Mais nous devons également tenir compte d'un fait. OFS 24 a également témoigné dans le même sens. La crédibilité du témoin Stoparić était toujours douteuse puisque son témoignage était variable et incohérent et lui-même avait déclaré qu'à un moment donné, il a dû changer son témoignage lors d'un procès à preuve couplée tel que conseillé par son conseil de la défense. Et il a même admis avoir menti lors de ce procès. Vous pouvez trouver ceci au transcript du 30 novembre 2011. L'interprète, plutôt le témoin, a déclaré devant vous qu'il avait accepté la proposition du procureur Groom, qu'il avait fait une demande auprès des Scorpions en juillet 1995 et non pas en juin de cette année. Le témoin admet que le procureur Groom voulait le lier
établir un lien entre lui et l'opération de Turnovo, ce qui aurait voulu dire que Stoparic aurait déjà à l'époque été membre du RDB de Serbie, ce qui n'était pas vrai. Et c'est quelque chose que le témoin et le procureur, M. Groom, savaient. L'on peut trouver ceci au compte-rendu d'audience du 9 novembre 2018, page 52 et P805, s'agissant du témoignage de RFJ 028. Le témoin avait déclaré qu'il avait fait une demande auprès du RDB au mois de juin, ce qui n'était pas vrai, et c'est quelque chose qu'il a admis. Toute cette preuve démontre que l'accusation n'a pas pu montrer, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il existait un lien quelconque entre Franco Simatovic et l'unité des Scorpions, ou que ce dernier s'est jamais trouvé dans cette région. Franco Simatovic ne s'est jamais trouvé dans la région du mont Treskovica, et la défense a prouvé qu'en juillet 1995, Franco Simatovic n'était pas du tout sur ce territoire. La défense est convaincue que cette chambre de première instance devrait prononcer un acquittement pour M. Simatovic, et nous croyons que la chambre de première instance le fera lorsqu'elle tiendra compte de tous les arguments présentés par la défense dans le mémoire oral et le mémoire en clôture. Tout ce que Simatovic a fait, c'est de s'en tenir aux règles du service auquel il appartenait et conformément aux lois de son pays. Il s'agissait d'un officier du renseignement. Il avait mené également des activités de renseignement au-delà de la frontière de son pays, et toutes ces activités sont définies par les règles du service pour lequel travaillait Simatovic. Simatovic n'a jamais commis de crime, et il a d'ailleurs empêché que des crimes soient commis. Simatovic, ou plutôt nous avons également une partie de notre présentation concernant le prononcé de la peine. Je n'ai pas suffisamment de temps pour aborder cette section, mais nous avions indiqué que toutes les circonstances atténuantes sont réunies, et je peux seulement exprimer mon espoir et ma conviction que la Chambre de première instance aura compris et fera preuve de compréhension et de sensibilité pour toutes les raisons qui ont mené Franco Simatovic de faire l'objet de ces procédures pendant une période de 20 ans. Mon éminent confrère a déclaré hier que Franco Simatovic a passé beaucoup de temps au quartier pénitentiaire, mais qu'il a également passé peu de temps à la maison au cours des 18 dernières années. Mais comme l'a déclaré mon collègue, Maître Jordache, l'accusation très souvent ne fait pas état de la règle de la présomption de l'innocence. Et M. Franco Simatovic a passé 18 ans en détention. L'on ne peut pas estimer que c'est un avantage. Donc le fait qu'une personne qui est encore innocente rentre de temps en temps en liberté provisoire chez lui, car sa liberté est très limitée. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Le Président, merci beaucoup, Maître Bakrach. Donc nous allons nous retrouver demain à 9h30 dans cette salle d'audience. L'audience est levée.